Coucou YouTube, c'est Capet. Du coup, on se retrouve, ça faisait un petit moment parce que j'avais pas envie de brasser du vent dans des émissions pour vous sortir des vidéos à rien dire, voilà. Donc j'ai passé beaucoup de temps ces vacances à prendre soin de moi, mais surtout à lire beaucoup sur ce qui se passe sur Ethereum, sur Solana, sur Aptos. Aujourd'hui, on va commencer cette émission sur du Ethereum. Alors MEGA-ETH, c'est très simple. Coucou Picsou, ça fait plaisir de te voir. Alors MEGA-ETH, l'idée c'est quoi? Déjà, c'est d'essayer de réduire largement la latence qu'on connaît bien sur les roll-up, les layer 1, etc. Donc c'est vrai que quand on arrive sur le site et qu'on voit une promesse de 1 milliseconde par bloc, c'est choquant, on se dit comment c'est possible. Souvenez-vous, à l'époque, on parlait de Layer N aussi un petit peu dans la même veine, qui faisait des promesses avec un block time de l'ordre de la milliseconde, et j'en parlais avec Abdel, et Abdel me disait c'est bullshit, c'est pas possible. Alors en fait, il faut repenser totalement cet écosystème, et vous allez comprendre en fait dans quoi on s'engage. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour un Layer 1 ou pour un Layer 2, jusqu'à présent, il y avait toujours une partie consensus. Ça a toujours été pensé pour gérer le consensus, l'exécution, parfois la data availability, etc. Là, on rentre dans un nouveau paradigme où on vient vraiment se concentrer spécifiquement sur l'exécution et on laisse la partie consensus, résistance à la censure, data availability, etc. aux autres. C'est pour ça que, en fait, on embrasse totalement la logique modulaire et du coup, chacun a son rôle. Par exemple, un Celestia ou un Avail va avoir son rôle pour faire la data availability beaucoup mieux que ce que fait Ethereum, qu'on se le dise. Eigenlayer va permettre aussi d'assurer la sécurité économique. Et donc, on va avoir des acteurs comme MEGA-ETH, comme Layer N, comme Soon, dont je vous parlerai probablement dans cette émission, etc., qui vont être vraiment focus sur l'exécution, en reprenant un petit peu toutes les bonnes choses qu'on retrouve sur un Solana et du Aptos, c'est-à-dire du matériel extrêmement puissant et des optimisations à tous les niveaux, au niveau du code, de l'interprétation du code, etc., pour baisser la latence un maximum. Donc, on vous a sorti aujourd'hui un article sur MEGA-ETH que je vous laisse bien entendu en description, où tout est expliqué, qui est basé sur les travaux de MEGA-ETH eux-mêmes, mais j'ai rajouté un petit peu de ma créativité personnelle aussi. Voilà, donc merci à Aurélien d'ailleurs avec qui j'ai coécrit cet article. Vous retrouverez en bas de l'article d'ailleurs de nombreux liens utiles. D'habitude on n'en met pas autant, mais là c'est nécessaire. Alors déjà vous avez tout simplement le papier de recherche de MEGA-ETH qui fait un peu l'état de la situation, et puis vous avez également des documents fournis par Paradigm qui sont très nombreux pour vous expliquer un petit peu où est-ce qu'on va en fait. Alors déjà, Paradigm a sorti 2 épisodes sur 4 sur la notion de gaz limite et comment on va augmenter cette limite de gaz. Alors ce qu'on appelle la gaz limite, rapidement, c'est le nombre de gaz qu'on va accepter dans un seul bloc sur la blockchain. Par exemple, si je tape gaz limite Ethereum, Etherscan, on sait que Ethereum est capable de gérer entre 15 millions et 30 millions de gaz par bloc, avec des blocs qui sont produits tous les 12 secondes. On pourrait en mettre plus, on a choisi de ne pas le faire parce qu'on s'est dit peut-être qu'après ça ferait trop de données qui passent sur Ethereum, donc qu'ils ne soient pas capables de les éponger ces données, mais ça commencerait à faire grossir l'historique de transactions et l'état de la blockchain à outrance, et donc ce serait pas forcément agréable pour la décentralisation. Mais il y avait aussi bien entendu une question d'éviter qu'Ethereum implose. Voilà, donc ce sera l'occasion de faire le point peut-être dans une vidéo plus précise sur cette histoire de gaz, mais là il y a une lecture qui est vraiment très très intéressante où tout est expliqué en fait. Quels sont tous les points en fait de bottleneck, c'est-à-dire les points qui peuvent bloquer les performances d'Ethereum. Tout est disséqué, tout est expliqué. Ça franchement, banger. Ensuite, il y a d'autres articles de Paradigm au sujet de Reth ou Rust Ethereum. Donc en fait, quand vous tapez par exemple Alchemy Execution Client, vous pouvez voir les différents clients d'exécution d'Ethereum. Donc, il y a des clients de consensus et des clients d'exécution. Et en général, en fait, les différents forks de l'EVM sont basés sur ces clients. Très généralement, d'ailleurs, c'est le client Get qui utilise le langage Go. Et c'est pareil pour les Layer 2. Et jusqu'à présent, quasiment tout le monde se servait sur Get et sur Nethermine. D'ailleurs, quand vous tapez Ethereum Client List sur Internet, vous pouvez voir un peu la répartition des clients avec à la tête, du coup, Get et Nethermine qui cabossent tout le monde. Et puis, tout loin derrière, on a Reth qui est à 2,65% actuellement. Pourquoi? Parce qu'en fait, le Reth est, on va dire, en place depuis cette année 2024. Donc, ça va se faire progressivement, mais j'ai pas de doute sur le fait que Reth va prendre de la place parce que tout simplement, c'est basé sur du Rust et c'est meilleur en quasiment tout point par rapport aux autres clients. Voilà. Et donc, c'est Paradigm qui a produit ce client.
Voilà, et ils expliquent tout ce qu'on a à savoir. Et vous allez comprendre pourquoi je vous parle de tout ça avant de revenir à MegaETH, bien sûr. Voilà, donc déjà, ce qu'ils nous expliquent, c'est que pour se synchroniser avec la blockchain, bah, c'est beaucoup plus rapide, qu'on a des latences qui sont nettement plus basses, qu'on a la capacité de faire des appels beaucoup plus fréquents tout en maintenant de bonnes performances. Donc ça, c'est cool pour des nœuds RPC, c'est cool pour des full nodes, c'est cool pour des validateurs de blocs, pour des séquenceurs, etc., etc. RETH, meilleur en quasi tout point, c'est tout frais, et en faisant mes petites recherches, je me suis rendu compte que quasiment tout le monde bosse avec eux, et on y reviendra juste après. Voilà, donc je pense que c'est à peu près tout pour ce premier article d'ailleurs au sujet de RETH. Ensuite, voilà, qu'est-ce qui nous apprend? Bah, un petit peu plus de choses toujours sur RETH, en nous disant que voilà, pour le moment, ok, c'est tout frais, ok, il n'y a pas une énorme adoption, mais que par contre, il y a une explosion des contributions qui se font sur ce client d'exécution, en fait, tout simplement parce que tout le monde bosse avec eux. Je vous jure, c'est simple. Si on fait ChainSpect, tiens, par exemple, ChainSpect est contré par Layer 2. OPBNB, qui est le Layer 2 basé sur la tech d'Optimism pour la BSC, c'est basé sur RETH. Base aussi, Polygon aussi, pas Arbitrum, il reste sur le client Get qu'ils ont tweaké. Optimism aussi, Scroll s'y met, Gnosis s'y met, et on a également Kakarot Ziggy EVM, qui est le projet EVM de l'écosystème Starknet, qui bosse aussi avec Paradigm justement, et petit leak, parce qu'Abdel m'en a parlé, ils sont en train de voir pour faire un partenariat ensemble, pour essayer de coupler RETH avec la technologie ZK, pour pouvoir prouver l'exécution d'un programme avec du ZK, etc. C'est déjà live pour les performances ou c'est juste du papier? Pour le moment, c'est live pour les performances, c'est pour ça que tous les gros Layer 2 sont basés dessus. Voilà, parce que visiblement, c'est meilleur en tout point. Ensuite, Yokuga. On a quelqu'un de la fondation Solana dans le chat. Mais pour le moment, gros focus sur Ethereum. Mais on parlera de Solana juste après, bien sûr. Voilà, donc des performances qui sont au rendez-vous. Donc là, après, on est sur des comparatifs avec les autres clients. C'est pas forcément ce qui va nous intéresser ici. Ensuite, ils ont sorti un article en avril 2024 qui est RETH Road to 1 gigagaz par seconde. Alors, on en parle très peu de cette histoire de gigagaz par seconde. Retournons sur GrowThePie cette fois. GrowThePie qui a un site qui compare les principaux Layer 2 de l'écosystème. Quand vous allez dans le menu de gauche, vous avez bande passante, throughput, et vous pouvez voir par exemple que actuellement on a un base annoncé avec 10 mégagaz par seconde, derrière on a Arbitrum à 5 mégagaz, etc. En fait, au lieu de vous parler de transactions par seconde, on parle de mégagaz par seconde, c'est-à-dire la capacité d'un Layer 2, d'un Layer 1, etc. à exécuter du code EVM dans le temps. Alors comment on calcule le mégagaz par seconde? C'est expliqué dans l'article de MegaETH, justement. C'est que on a un tableau comparatif des différents projets. D'ailleurs, Base a multiplié par 2 depuis son gaz par seconde. Vous l'avez vu juste avant, on était à 10. En fait, on prend le nombre de gaz qui passe dans un bloc, multiplié par le temps pour générer un bloc, et on obtient le mégagaz seconde. C'est pour ça que, par exemple, sur un projet comme Arbitrum, qui a un temps de bloc beaucoup plus court, et ben même si on fait passer moins de gaz par bloc, et ben au final, on se retrouve quand même avec un mégagaz par seconde supérieur. Donc, si tu veux, c'est une métrique qui va se standardiser pour l'écosystème EVM pour évaluer les capacités d'un écosystème. Et donc, ce qui nous est expliqué typiquement dans cet article, que je ne me perde pas, l'objectif de Paradigm et de ses partenaires commerciaux, donc Optimism, MegaETH, Layer N, etc., etc., c'est qu'aujourd'hui, dans l'état actuel du client d'exécution RETH, on est entre 100 et 200 mégagaz par seconde. L'objectif, c'est d'aller rapidement à 1000 pour parler du coup de gigagaz par seconde, d'accord? Voilà, donc ils nous remettent ce fameux tableau qu'on a sous les yeux. Il faut savoir que, comme je vous disais plus tôt, Ethereum, aujourd'hui, on a des blocs qui vont entre 15 et 30 millions par bloc, avec un bloc toutes les 12 secondes, ce qui fait qu'on a un mégagaz qui est aussi entre les 1,25 et 2,5 mégagaz par seconde. Mais OPBNB, c'est la meilleure démonstration en fait de RETH poussé dans les limites. On est déjà à 100 mégagaz par seconde, donc on est déjà à 40 fois ce que permet le Layer 1 Ethereum actuellement. Et pourquoi on ne va pas encore plus loin? C'est parce qu'en fait, pour le moment, on a atteint les limites de ce qu'est capable de faire RETH. Quand on va sur le papier de recherche de MegaETH que je vous ai mis en description, hop, research. Bon, déjà, il nous fait le topo de toute la recherche, de comment ils en sont arrivés à MegaETH, etc. Et en fait, ce qu'il nous explique, c'est que pour de la synchronisation en temps réel avec le réseau,
Actuellement, on fait à peu près du 1000 transactions par seconde avec RETH, ce qui nous fait à peu près 100 à 200 mégagas par seconde tout au plus. Et il y a de nombreuses optimisations qui sont en cours de développement pour pousser encore plus les performances de RETH, justement, en faisant par exemple des magouilles au niveau de l'interpréteur. Alors, je vais mal l'expliquer, mais en gros, ce qu'il faut dire, c'est que, tu vois, il y a une étape d'interprétation du code qui met un certain temps. Et du coup, eux, ils ont réussi à trouver des optimisations pour réduire le temps d'étape d'interprétation du code et ça leur a permis de diviser par 2 le temps nécessaire pour cette étape et donc de multiplier par 2 les performances au niveau de cette étape. Ensuite, au niveau de la parallèle EVM, bah, ils reprennent les travaux de Aptos avec bloc STM justement pour pouvoir paralléliser les transactions. D'ailleurs, il y a une mise à jour pas plus tard qu'aujourd'hui sur Starknet qui intègre un petit peu la même chose aussi. L'idée, c'est quoi? C'est que dans un même bloc, tu vas avoir différentes transactions. La majeure partie des transactions, elles ne sont pas liées entre elles. C'est-à-dire que d'un côté, il y a quelqu'un qui dépose des liquidités. Dans un autre, il y en a un qui fait un swap, etc. etc. Ce n'est pas des transactions qui sont liées entre elles, donc on peut les traiter en parallèle. Par contre, il se peut des fois que tu dises, bon, bah, tu swaps d'abord sur à tel endroit pour obtenir tel jeton. Ensuite, tu fais un deuxième swap pour avoir un autre jeton à un deuxième endroit. Donc, il faut d'abord qu'il y ait une étape 1 pour qu'il y ait l'étape 2. Tu ne peux pas faire les deux en même temps. Et c'est pour ça que l'algorithme qui permet la parallélisation, elle peut pas marcher pour 100% des transactions, mais elle marche pour les 4/5 des transactions environ. Donc déjà, on peut multiplier facilement par 5 les transactions par seconde avec cet algorithme de parallélisation. Ensuite, il y a d'autres optimisations qui sont faites au niveau de la cryptographie, de ce que je comprends bien. Et c'est là où ça m'intéresse un petit peu plus, parce que pour le moment, c'est un petit peu, je dirais, en dehors des radars. C'est le scaling horizontal pour les roll-up. Et l'idée, ce serait quoi? Ce serait de permettre d'avoir une application qui communique avec plusieurs roll-up en même temps, en temps réel, et pouvoir justement faire en sorte que, ok, mon roll-up il gère 1000 transactions par seconde, mais là j'ai besoin de 2000 transactions par seconde. Et ben j'en ai mes deux, et ça fonctionne de concert l'un avec l'autre. Et justement, plus on va réduire la latence totale dans cet écosystème, et plus on va pouvoir facilement faire fonctionner les choses de manière horizontale, de manière parallèle, comme ça. L'idée à terme, ça va être de pouvoir justement faciliter des déploiements dans le cloud de roll-up en fonction du besoin de charge. Par exemple, je sais pas, tu as un airdrop qui sort pour une application spécifique, à ce moment précis, pendant 24 heures, peut-être 48 heures, tu vas avoir un besoin en charge, donc on va émettre plein de roll-up. Sauf qu'une fois que l'airdrop il est passé, que tout le monde a claim ses jetons, t'as plus besoin de ces roll-up. Et bah tu peux les supprimer et revenir sur un seul ou deux roll-up au lieu d'en avoir 10. Exactement de la même façon qu'on fait aujourd'hui avec du déploiement à la volée sur des systèmes genre Amazon AWS, etc. Voilà, et bah ça on va pouvoir l'adapter avec des roll-up. Et RETH va dans ce sens-là, et je pense qu'il bosse, enfin RETH 2 paradigmes va dans ce sens-là, et je pense que MegaETH, Layer N et d'autres bossent sur ça. Donc on va continuer sur l'article MegaETH, on va fermer tout ce bordel. Du coup vous l'avez compris, MegaETH, c'est un petit peu le Graal actuel de ce qu'il fait en termes de modularité, c'est-à-dire un système qui permet d'être des roll-up facilement. C'est quand même basé, de ce que j'ai compris, sur l'OpenStack d'Optimism. C'est ce qui avait été dit dans la dernière interview d'un des fondateurs de MegaETH sur Bankless, d'accord? Donc peut-être de l'interopérabilité avec l'écosystème Optimism aussi. Le client d'exécution RETH de Paradigm. On vient stocker de la donnée sur EigenDA, donc le Data Availability Layer de EigenLayer, etc., etc. Donc vraiment, on est dans la modularité la plus totale. Ce qui a été intéressant pour moi de constater aussi, c'est qu'on est sur une promesse avec des blocs qui vont de 1 à 10 millisecondes par bloc. Donc là, on est sur un ordre de grandeur qui est totalement différent de ce qu'on avait l'habitude de voir. Aujourd'hui, un bloc sur Solana est généré toutes les 450 millisecondes à peu près. Un bloc sur certains écosystèmes d'Arbitrum, on est sur 250 millisecondes, donc c'est déjà très bas, hein, qu'on se le dise. Mais plus bas, ça devient vraiment compliqué. Et là, on y arrive. Donc, ça va permettre certains types d'applications pour du trading haute fréquence, notamment, peut-être du gaming totalement on-chain, etc., etc. Comment ils y arrivent? Bah, comme je vous disais, en fait, MegaETH se dispense du consensus et se dispense pour ses nœuds d'avoir une exécution locale de chaque transaction. C'est-à-dire que eux, ils gèrent une exécution, et ensuite, pour ce qui est du consensus, ils s'en remettent à Ethereum d'un côté et EigenLayer de l'autre pour toute la partie sécurité économique, etc. Et pour ce qui est de prouver certains types de transactions, ils s'en remettent à un composant particulier, si j'ai bien compris, qui s'appelle le prover. Ensuite, donc, il y avait un article de la part de Vitalik qui était l'an dernier, je crois, qui parlait du endgame.
L'idée, c'était de dire que en fonction du besoin de décentralisation, qui est souvent de valider des blocs, de vérifier les blocs, eh bien, à ce moment-là, on a besoin d'avoir plein d'acteurs, et si possible d'avoir un hardware nécessaire qui n'est pas forcément très puissant pour que tout le monde puisse s'y mettre, c'est-à-dire, je sais pas moi, un Raspberry Pi, un petit ordinateur avec un petit SSD, une petite connexion internet, bref. Par contre, quand il y a un vrai besoin de performance pure et dure pour le séquençage et l'exécution, et là, à ce moment-là, on met en place un serveur qui est beaucoup plus puissant. Et on va y revenir juste après. Donc j'ai mis un petit exemple également, c'est que, bon, c'est pas des données qui sont d'actualité, mais à l'époque, l'exchange Deribit avait fait un rapport pour se comparer en termes de latence d'exécution avec ses différents concurrents. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que en général, un ordre est exécuté sur Deribit en, je dirais, allez, 8 millisecondes en moyenne. Du côté de Binance et de Coinbase, on est plutôt sur du 10 à 30 millisecondes. En fait, quand tu fais du trading haute fréquence, quand tu as envie de faire du market making, ce genre de choses, plus la latence est basse, et plus tu peux créer des ordres, les supprimer, etc. Donc, des institutionnels vont trouver un vrai intérêt à arriver sur des niveaux de latence aussi bas que ce que va proposer MegaETH, LayerN et certains de ses concurrents. Voilà. Pour ce qui est du gaming, c'est pareil, j'ai voulu faire une petite approche par le gaming. On verra si on a du gaming totalement on-chain, mais disons qu'au moins ça va devenir possible. Il faut savoir que quand vous jouez à un jeu en ligne, donc là j'ai mis plein d'exemples, du Counter-Strike, Overwatch, Battlefield, PUBG, Fortnite, etc. Vous avez un taux de rafraîchissement côté client et vous avez un taux de rafraîchissement côté serveur. Nous, ce qui va surtout nous intéresser, c'est le côté serveur. Qu'est-ce que je veux dire par taux de rafraîchissement? Quand vous vous déplacez dans votre jeu en ligne, vous voyez aussi des gens se déplacer en face de vous et ces gens sont plus ou moins fluides. Ce qui explique cette fluidité, eh bien justement, c'est le tick rate du serveur, c'est-à-dire le battement de cœur du serveur, la capacité à chaque seconde du serveur à actualiser les informations. Sur Counter-Strike, par exemple, on est à 64. Sur Valorant, on est à 128. Sur Fortnite, apparemment, on est à 30, etc. Donc, pour faire le calcul, c'est très simple. Vous prenez une seconde divisé par le nombre d'infos par seconde et vous savez à peu près quelle latence vous avez entre chaque tick, entre chaque battement. Donc, si on prend, par exemple, Fortnite qui est à 30 Hz, c'est-à-dire 30 rafraîchissements par seconde, tu fais 1000 divisé par 30. Et tu sais que toutes les 33 millisecondes, à peu près, tu as une nouvelle information. Donc déjà, tu sais que sur du Arbitrum, du Solana, c'est pas possible. Mais sur du MegaETH, c'est possible. Voilà. Donc après, on peut s'imaginer plein de trucs. Moi, je suis parti un petit peu dans mon délire, mais imaginons, tu es dans un espèce d'open world ou métaverse, ce que tu veux, avec des humains, mais des intelligences artificielles. Ces intelligences artificielles qui viennent récupérer les informations que tu leur donnes, quand tu leur parles, quand tu leur écris, et qui interagissent avec des données qui sont sur Internet. Et plus ces intelligences artificielles, qui seront connectées avec des smart contracts du coup, ont accès à des latences basses, et plus tu vas pouvoir avoir une interaction qui ressemble à du temps réel. C'est-à-dire que si tu parles à ton intelligence artificielle et qu'elle met, je te dis une connerie, 3 secondes à te répondre, passe encore, mais c'est chiant. Mais si tu lui parles et qu'elle te répond tout de suite, parce qu'en fait, 30 millisecondes, t'as pas le temps de le voir passer, ça donne une expérience qui semble beaucoup plus naturelle. Et là, c'est pareil, imaginons que tu dois interroger plusieurs smart contracts, plusieurs bases de données, etc. Et plus l'interrogation se fait rapidement, plus la réponse se fait rapidement, et donc plus tu as le temps de traiter l'information et de la recracher pour ton utilisateur final. Donc c'est pour ça que je suis assez bullish sur ça, dans le sens où ça va ouvrir de nouveaux usages. MegaETH cible des DApps exigeantes comme les marchés prédictifs, les DEX entièrement on-chain comme GTE, incubé par MegaETH, voilà, qui sera en fait un DEX avec des latences tellement basses qui va cabosser tout le monde sur le papier et qui va surtout se rapprocher de performances qu'on a déjà sur des bourses totalement centralisées. Donc ça va permettre de nouveaux usages. Les paris sportifs en direct, les produits algorithmiques, etc. Quelle est l'utilité d'une blockchain pour du gaming? Encore une fois, comme je te dis, si tu t'amuses par exemple à tokeniser un modèle IA, c'est-à-dire t'as trouvé une bonne recette de modèle et tu veux cacher ton modèle, donc tu as passé par du fully homomorphic encryption ou d'autres types d'encryption pour que le modèle il soit pas ouvert, mais qu'ensuite tu veux permettre aux gens de payer à la consommation pour accéder à ton modèle. Ton modèle, tu vas l'héberger sur des blockchains qui sont ultra rapides. Donc tu peux faire ça sans blockchain. Encore une fois, souvent tu peux faire les choses sans blockchain. Mais là, tu peux avoir un système totalement intégré avec toute la bibliothèque d'outils pour pouvoir le faire. Voilà, c'est ça l'idée en gros. Ensuite, donc on parle des différents composants de MegaETH. Donc le séquenceur, les deux complets, le prover. Donc tu vois... Tu as ton séquenceur qui va gérer purement les transactions et qui va aller déposer une partie des données sur EigenDA.
qui va également transmettre des données au prover et qui va également transmettre des données au full node qui, eux, en fait, vont maintenir un état en temps réel de la blockchain tout le temps et qui vont être capables de faire la différence entre l'état du bloc précédent et l'état du bloc suivant plutôt que de s'amuser à revenir sur tout l'historique à chaque fois. Là aussi, c'est différentes façons de procéder pour essayer d'économiser la latence. Et puis voilà, on a un système modulaire qui techniquement nous permet d'avoir accès à une bande passante bien supérieure que si on était en full embarqué sur Ethereum. Ensuite, ça j'ai trouvé ça très intéressant, souvenez-vous, je poussais ma gueulante il y a quelques jours sur quel est le matériel utilisé par les Layer 2. Je ne le sais toujours pas, par contre je sais quel est le matériel qui sera visiblement imposé par MegaETH. Et donc on nous parle d'un processeur 100 cœurs, alors... ça n'existe pas, hein. Généralement on est sur du 96 cœurs, mais ça existe, hein, des processeurs 96 cœurs, 128 cœurs. L'idée c'est que votre processeur, on vient placer une tâche par cœur. Par exemple, je sais pas, exécute cette transaction et celle-là sur le premier cœur. Bon, bah, au bout d'un moment, le cœur il est rempli à bloc. Et ben, on vient placer d'autres transactions sur un second cœur, un troisième cœur, un quatrième cœur, un cinquième cœur, etc. On ne perd pas en décentralisation avec tout ça. Et ben, tu ne seras pas sur un système totalement embarqué, décentralisé comme Bitcoin et Ethereum, mais tu n'es pas non plus sur un système qui est centralisé par définition. C'est juste qu'on vient taper là où on a le plus besoin et c'est très bien. Au niveau du SSD, donc on serait sur du 1 à 4 Tera. Au niveau du réseau, bah, ils disent 10 gigabits seconde, c'est pour pas être limité par le réseau. Et là, vous voyez clairement, on se retrouve avec un séquenceur, c'est-à-dire un serveur unique qui est ultra puissant. Et j'imagine que MegaETH aura quelques partenaires. Comme ça, ils auront leur séquenceur à eux. Il y aura peut-être un séquenceur chez... je sais pas, je dis une bêtise, un autre Guardians, Kiln, différents partenaires. Et généralement, ça passera sur le séquenceur principal de MegaETH, voilà, Chorus One. Et on pourra faire une rotation de séquenceur en séquenceur. Parce qu'en fait, si tu veux, le séquenceur, lui, son rôle, c'est juste d'exécuter comme un débile. Et après, le besoin de décentralisation, il va se faire au niveau du prover et au niveau des nœuds complets qui vont garder l'état de la blockchain en temps réel tout le temps. C'est pour ça qu'on revient sur des spécifications techniques qui se rapprochent un peu plus de ce qu'on a l'habitude de voir sur Ethereum, sur Solana, etc. Voilà. C'est pour ça qu'il ne faut pas tout mélanger et qu'on en revient à ce petit visuel avec des lapins, vous voyez, où quand il y a un besoin de décentralisation, ça se passe ici, et quand il y a un besoin de performance, ça se passe là. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Bah, je pense qu'on est pas mal déjà. Hein. Et donc j'ai fait 2 tweets. Voilà, je disais, le niveau d'optimisation qu'il y a sur Ethereum me rend extrêmement bullish. La concurrence entre Ethereum et son écosystème, bien entendu, Solana et ce qui se passe sur Aptos me laisse croire que l'année 2025 va nous montrer des applications qui se rapprochent des environnements centralisés. Voilà. Donc après, voilà, j'étais en gros kiff sur les travaux de Paradigme avec le nouveau client d'exécution d'Ethereum. Gros kiff sur Aptos pour ce qui a été fait au niveau du consensus, parce que, si vous voulez, quand vous allez sur la documentation d'Aptos, parce que je me suis amusé, si vous voulez, on est en train de bosser sur une vidéo sur Hyperliquid avec 0x et Gris, et puis il avait dit une petite bêtise dans son script et je l'ai corrigé, mais dans le même temps, j'étais pas tout à fait sur mon coup. Donc je suis allé regarder et en fait, regarde, quand tu vas sur Aptos BFT, Aptos BFT nous dit que c'est l'algorithme de consensus d'Aptos et que Aptos BFT est basé sur Jolteon. Et moi je me dis, mais c'est quoi Jolteon? Donc je tape Jolteon consensus, puis je tombe sur plusieurs trucs. Donc je tombe sur un papier académique de Jolteon et sur un document de la blockchain Flow, qui est aussi un layer 1 dont on entend moins parler, mais qui est quand même assez performant. C'est les créateurs de la première grosse collection NFT CryptoKitties qui l'ont lancé. Et donc en fait, Jolteon, c'est un algorithme de consensus particulier qui est une amélioration d'un autre algorithme de consensus qui s'appelle HotStuff. Et HotStuff, que je vous dise pas de bêtises, parce qu'on s'y perd dans toutes ces conneries, voilà. HotStuff, en fait, à la base, c'était un algorithme de consensus qui a été créé par les fondateurs du projet Libra et Diem, qui était la crypto-monnaie que devait lancer Facebook. Donc, je reviens un petit peu en arrière. Bull run de 2017, 2018, voilà, tout le monde est chaud, en mode crypto, ICO, c'est le futur et tout. Et Mark Zuckerberg, fondateur Facebook, se dit, tiens, est-ce que je ferais pas un système... à la Ethereum, mais sauce Facebook pour toute ma base d'utilisateurs de WhatsApp, Instagram, Facebook, puisque c'est tout le même écosystème. Et donc, il dit à ces gars, eh ben, montez-moi une blockchain. Voilà, montez-moi une blockchain. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas Solana, il n'y avait pas Avalanche, il n'y avait pas Phantom, il n'y avait pas tout ça. Donc, ils se sont dit, on va créer notre propre consensus. Et donc, ils ont créé HotStuff. Sauf que la crypto-monnaie de Facebook, elle n'est jamais sortie. Mais HotStuff, bah, il était déjà là, quoi. Donc,
comme vous le savez, les équipes de Sui, Aptos, etc. Ont essayé de lancer leur propre blockchain, qu'on connaît aujourd'hui. Et en fait, ils se sont basés sur les travaux d'Hotstuff et parfois, ils les ont améliorés. Et typiquement, Jolteon, c'est un consensus alternatif de Hotstuff qui permet d'être encore plus rapide pour la finalité, de l'ordre de 33%. Ce qui fait qu'on est capable d'avoir des blocs voilà, de 200 à 900 millisecondes par bloc en intégrant tout ce que vous connaissez, le consensus, l'exécution, la data availability, etc. Donc à ne pas comparer avec MegaETH et tout. Et du coup, Flow a fait une mise à jour de son Layer 1 pour intégrer ce consensus et Aptos, du coup, est parti de la base Hotstuff pour créer Jolteon et ensuite ils ont encore un petit peu amélioré Jolteon pour créer Aptos BFT qui est leur consensus actuel, ultra rapide. Voilà. Donc c'était un exercice intéressant à comprendre. Et du coup, j'ai demandé à l'intelligence artificielle qui utilise Jolteon. Et là, il me parle de Gravity. Et je me dis, mais c'est quoi Gravity? Et en fait, vous savez, Galaxy, le système qui permet de faire des quêtes pour obtenir des airdrops, etc. Ils vont lancer leur propre Layer 1 l'an prochain. Un truc ultra modulaire. Et en fait, il y a Jolteon dedans, je crois. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a dedans? On a du ZK en partenariat avec RIS0. On a de la preuve d'enjeu déléguée. On a un système de restaking en partenariat avec Babylon et Gunlayer. On a de la compatibilité EVM. On a l'algorithme de Jolteon. Bref, ils ont pris toutes les briques qui marchaient bien pour faire un Layer 1 complet cette fois. Et puis voilà. Et là aussi, on peut voir d'ailleurs qu'au niveau de l'exécution, ils gardent le client d'exécution RETH. Moi, je trust plus des MegaETH, Layer N ou Soon que je vous ai présenté. D'ailleurs, voici le document du jour que je vous laisse en description pour ceux qui m'écoutent sur YouTube et puis les autres. Je trust plus ça parce que quitte à avoir de la très basse latence et des grosses performances, c'est là que ça se passe. Rependre des Layer 1 où tu gagnais des 100 millisecondes par bloc, multiplié par 3 les transactions par seconde, je pense que l'utilisateur final s'en branle. Donc après, je peux me tromper, ne jamais fade les partenariats, les subventions, etc. Mais on va voir, mon pari, et je peux me tromper, c'est que les monades, les Phantom Sonic, etc., etc., c'est poubelle. À la limite, on garde les initiateurs, donc on garde du Aptos, du Sui, du Solana, peut-être du Avalanche, de par son côté un peu scaling horizontal avec des machines virtuelles, etc. Pourquoi pas? Mais les nouveaux trucs type Monad, etc., je vais avoir du mal à suivre. Franchement, je vais avoir du mal. Et je peux me tromper, hein. Mais je me dis, pourquoi utiliser Monad? On va avoir des Layer 2 qui vont déglinguer Monad au niveau de l'EVM. C'est sûr, en fait. Donc, pour moi, Monad, c'est dead on arrival. Mais je peux me tromper. J'ai failli investir dedans. Je suis content de ne pas l'avoir fait. Je vais quand même surveiller ça et on verra.